De retour dans le temps de l'info week-end avec notre invité Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Vivre avec Poutine aux éditions Temporis. Bonjour, merci d'être avec nous. Monsieur Claude Blanchemaison, vous qui êtes l'auteur de justement Vivre avec Poutine, on va évidemment revenir sur ces excuses sous forme d'aveu de Vladimir Poutine. On redonne le contexte très rapidement. La Russie est soupçonnée d'avoir tiré un missile anti-aérien qui aurait provoqué le crash d'un avion de ligne mercredi et qui a fait 38 morts. Après plusieurs jours de silence, voici ce que Vladimir Poutine écrit dans un communiqué. Le président Poutine a présenté ses excuses après l'incident tragique qui s'est déroulé dans l'espace aérien russe. Ce ne sont pas des aveux, ce sont des excuses, mais est-ce que ces excuses sont une forme d'aveu caché ? Oui, bien sûr, mais parce que Poutine est très embarrassé dans la mesure où l'avion a dû se chercher à se poser, par conséquent s'est crashé dans un pays ami, qui est le pays voisin, le Kazakhstan. Effectivement, il fallait trouver une explication qui, dans le fond, dédouane la Russie d'une véritable responsabilité politique. Alors, il y a d'abord eu la thèse des oiseaux. Il y a ensuite eu, nous sommes dans une zone de guerre à Grozny et par conséquent, il y a des drones d'origine ukrainienne qui sont lancés régulièrement et par conséquent, il n'est pas totalement absurde d'imaginer que la défense russe, puisque la Tchétchénie se trouve dans la Fédération de Russie, se mette en marche. Donc on en est là. Et maintenant, il dit attendons les résultats de l'enquête. Donc c'est la position officielle du Kremlin. Depuis le début, M. Peskov, son porte-parole, a dit il faut attendre les résultats de l'enquête. C'est pas la peine de faire des spéculations sur ce qui s'est passé. Poutine a été plus loin en présentant ses excuses au président Aliyev. Mais ça vous surprend ? C'est très très rare de voir Vladimir Poutine s'excuser. Ça fait pas partie forcément de son tempérament. Non, mais il est un peu coincé, je crois, parce que c'est le pays où a eu lieu le crash qui va mener l'enquête, avec naturellement les organisations internationales et en respectant le droit international, c'est-à-dire en faisant venir tous les pays concernés, y compris logiquement le pays constructeur de l'avion. Alors on ne sait pas encore si le Brésil, qui est constructeur d'Embraer, sera effectivement là, mais je pense que oui, parce que le Kazakhstan veut faire une enquête dans les règles. Et par conséquent, effectivement, compte tenu de l'état de ce qui reste de l'avion, notamment de la partie arrière, là où il y a eu des survivants, on voit bien qu'il y a eu des impacts de billes, de projectiles, qui sont issus de l'explosion d'un missile. Et par conséquent, comme ça s'est passé du côté de Grozny, en tout cas au-dessus de la Tchétchénie, avant que l'avion cherche à traverser la Caspienne pour aller vers le Kazakhstan, il y a effectivement une présomption extrêmement lourde, sinon une preuve que le missile russe y est pour quelque chose. Mais il aurait pu continuer à nier indéfiniment. C'est bien parce que ça concerne l'Azerbaïdjan que Poutine se sent obligé de s'excuser. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, les deux. Et il ne peut pas maîtriser l'enquête, puisque l'enquête ne sera pas faite à partir de... comme si l'avion s'était crashé sur le territoire de la Tchétchénie, sur le territoire de la Fédération de Russie. Et est-ce que cette enquête, est-ce que l'Azerbaïdjan, par exemple, pourrait rendre service à Poutine en ne révélant pas tout, à l'inverse, lui rendre un peu l'appareil, en quelque sorte? Oui, mais l'Azerbaïdjan n'a pas la maîtrise, puisque c'est, encore une fois, le crash a eu lieu au Kazakhstan. Le Kazakhstan a plus la maîtrise de l'enquête que l'Azerbaïdjan. Alors il va y avoir l'épreuve de vérité, c'est-à-dire l'analyse des boîtes noires, dont on n'a pas encore parlé. Et effectivement, l'analyse des boîtes noires doit être faite de façon totalement objective. Et il y a là-dessus des règles internationales avec l'intervention de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Alors Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse jeudi. Il a évoqué que la Slovaquie pourrait accueillir des négociations de paix. Il parle d'un territoire neutre, alors que clairement, le Premier ministre sur place n'est pas neutre, il est pro-russe. Oui, mais dans ce que dit Poutine, il y a souvent quelque chose d'intéressant, même si c'est un peu chantourné. Et effectivement, M. Fico n'est pas neutre, puisqu'il est totalement aligné sur Poutine, mais le fait que Poutine parle de discussion en territoire neutre, par contre, c'est intéressant. Ça désigne peut-être la Suisse, c'est d'ailleurs là qu'il avait rencontré le président Biden, et pourquoi pas, si cette rencontre doit avoir lieu, avec
le futur président des États-Unis. C'est dans 3 semaines exactement que le président Trump est intronisé et est installé comme président des États-Unis. C'est dans très peu de temps. Et compte tenu des propos tenus par le président Biden à plusieurs reprises, il est vraisemblable qu'une rencontre bilatérale aura lieu à un moment ou à un autre. Sans doute quelques semaines après la prise de fonction de M. Trump. Et évidemment, Poutine tient beaucoup à cette rencontre bilatérale, puisque ça le placera sur un pied d'égalité avec le président du pays le plus puissant du monde. Et c'est ce qu'il veut. Il veut d'abord avoir cette photographie de cette rencontre bilatérale. Et pourquoi pas en Suisse ? Pourquoi pas à Genève ? Alors justement, vous aviez signé une tribune qui plaidait pour l'organisation d'une conférence internationale à Genève, l'application d'un cessez-le-feu immédiat sur le terrain, avec une France aussi qui pourrait être à l'initiative. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des discussions à ce sujet ? Est-ce que vous êtes optimiste sur ça ? Je vois que vous lisez les bons textes, en tout cas. Écoutez, optimiste, non, simplement, ça serait excessif de dire cela. Le problème est que maintenant, à 3 semaines de la prise de fonction de Donald Trump, tout le monde parle de paix. Trump en a beaucoup parlé, en disant « je ferai la paix en 24 heures ». Dans le fond, M. Zelensky, l'évoque aussi, qui est très habile, ne veut pas aller contre Trump de façon directe. Donc, il a pu parler directement à Trump grâce à l'intermédiaire du président français qui s'est arrangé pour qu'ils puissent se rencontrer lors de l'inauguration après les travaux de Notre-Dame. C'était une rencontre très importante, un succès français en réalité, parce que Zelensky, qui lui aussi est habile, ne veut pas jouer frontalement contre Trump. Et lui aussi, il dit la paix, c'est bien, il faut faire la paix. Simplement, il faut que ça soit une paix juste et durable. Et puis, comme Trump utilise le vocable très ancien d'ailleurs dans l'histoire, ça remonte à l'Antiquité, la paix par la force, eh bien, Zelensky utilise aussi cette expression, la paix par la force. Donc, on est dans l'ambiguïté la plus totale. Tout le monde veut la paix. Quelle paix ? En réalité, même M. Trump s'en rend compte, il est impossible de faire un traité de paix puisque les positions des deux belligérants sont complètement opposées, en opposition de phase totale. En revanche, Trump pense probablement qu'il est possible de faire un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça veut dire arrêter le carnage, faire cesser le bruit des armes et faire un cessez-le-feu en remettant à plus tard un traité de paix. Ça veut dire entrer dans un processus précisément qui commencerait par les discussions sur les conditions d'un cessez-le-feu. Alors, on sait quelles sont les conditions pour M. Poutine. M. Poutine, a priori, ne veut pas d'un cessez-le-feu. Il veut que les pays occidentaux reconnaissent juridiquement que les territoires qu'il a annexés appartiennent effectivement à la Russie. Mais il sait très bien que c'est impossible. Même ses amis les plus proches, même le Chinois, refuse. Le Chinois n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée. Par conséquent, encore moins l'annexion des 4 oblasts supplémentaires qui ont été annexés avec cette guerre. Donc, tout le monde sait très bien que ça n'est pas possible d'obtenir cela, et Poutine le premier. Donc il devra accepter probablement un gel de la situation territoriale, c'est-à-dire lui considérera que ces territoires sont annexés, la communauté internationale, y compris les Chinois, les Indiens et tous les Asiatiques, considérant le contraire, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de territoires ukrainiens. Et il y aura une ligne de cessez-le-feu entre les deux. Cette ligne de cessez-le-feu, le problème, c'est qu'il faut des troupes pour la surveiller. Et effectivement, là, on a vu également de bonne volonté française, y compris des généraux qui viennent parfois sur ce plateau. Mais Poutine n'acceptera jamais. Et comme vous lisez les tribunes, il y a une tribune très récente où effectivement, certains disent, mais après tout, on pourrait mettre des troupes françaises, des troupes anglaises, des troupes polonaises pour surveiller ce cessez-le-feu et en même temps donner une garantie de sécurité à l'Ukraine résiduelle. Peut accepter que des Occidentaux surveillent ce cessez-le-feu ? Alors, le Polonais a déjà dit que pour lui, il n'en était pas question. Et c'est pas très étonnant. Pour ce qui est des Britanniques et des Français, il n'y a pas de position officielle. Mais ça n'est pas exclu. Mais la question, c'est de savoir si Poutine l'accepte. Parce que l'accord de cessez-le-feu, il faudra bien qu'il soit négocié avec les deux parties. Et Poutine, probablement, si M. Trump est aussi fort, aussi puissant qu'il le dit, eh bien, il le fera accepter par Poutine. J'en doute.
Poutine dira aussitôt, puisque vous mettez des pays qui appartiennent à l'OTAN, même si ce n'est pas avec un drapeau OTAN, moi je vais mettre des pays qui appartiennent à mon côté, c'est-à-dire par exemple la Biélorussie, pourquoi pas? Et les troupes françaises et britanniques devraient cohabiter pour faire respecter le cessez-le-feu avec des troupes biélorusses ou kazakhs ou de je ne sais quel pays de la communauté des États indépendants, ce qui est tout à fait illusoire. De toute façon, pour que ce cessez-le-feu ait quelque chance d'être respecté, il faudra, dans la négociation, que M. Trump dise à Poutine, écoute, puisque tu acceptes un cessez-le-feu, il faut effectivement faire consacrer cette occasion solennelle par une résolution du Conseil de sécurité, à laquelle tu ne peux pas mettre un veto puisque tu es d'accord pour signer un cessez-le-feu. Donc résolution Conseil de sécurité. Ça met les Chinois dans la boucle. Et c'est intéressant de mettre les Chinois dans la boucle parce que les Chinois sont contre les annexions territoriales qu'a pratiquées M. Poutine. Et s'il y a une résolution au Conseil de sécurité, on peut aussi imaginer que les casques bleus qui feront respecter le cessez-le-feu seront désignés par le Conseil de sécurité. On évoquait au moment de l'élection de Donald Trump que ça allait être compliqué pour les Ukrainiens parce que vous l'avez dit, ils voulaient régler cette guerre en 24 heures. On se disait qu'effectivement, pour les Ukrainiens, c'était pas forcément une bonne nouvelle. Et pourtant, nos envoyés spéciaux sur place, hier, nous disaient le contraire, que les Ukrainiens prennent plutôt bien l'arrivée de Trump. Est-ce qu'on a pu finalement se tromper et ça pourrait servir l'Ukraine, l'arrivée de Donald Trump? Alors, qui est très imprévisible, on le sait. Il y a plusieurs motifs pour les Ukrainiens de prendre bien l'arrivée de Trump. D'abord, les perspectives d'un cessez-le-feu sur le plan humanitaire. C'est peut-être une bonne nouvelle quand même pour les familles, pour les mères, pour les épouses, pour les enfants, des gens qui se battent et qui sont tués régulièrement, puisqu'il y a beaucoup de tués. Certains désertent en plus, donc toute la situation n'est pas très bonne. Donc ça, c'est la première raison pour se réjouir. La deuxième raison, c'est que Trump passe pour être quelqu'un de volontaire, qui ne peut pas avoir tort, et en effet, certains espèrent, dans les cercles du pouvoir ukrainien, que Vladimir Poutine, ne passant pas par les volontés de M. Trump finira par prendre la bouche, voilà, et va dire, puisque c'est comme ça, je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Et je donne 10 fois plus d'armement à l'Ukraine pour t'écraser. Effectivement, ça, je pense que c'est quand même un vœu un peu pieux, parce que Poutine est quand même entouré d'un certain nombre de gens raisonnables. Trump est entouré d'un certain nombre de gens raisonnables, pardon. Et par exemple, le général Kellogg, qu'il a désigné comme envoyé spécial pour l'Ukraine, qui actuellement essaie de voir dans quelles conditions, effectivement, on pourrait progresser, dans quelles conditions le sommet bilatéral dont j'ai parlé pourrait avoir lieu. Mais on ne sait pas très bien ce que pense finalement le général Kellogg. On ne sait pas très bien non plus ce que pense M. Trump au bout du compte, puisqu'il a recueilli beaucoup d'informations, y compris du côté de l'Ukraine. Est-ce que la situation économique aussi en Russie, qui devient compliquée, les exportations de gaz sont très compliquées, ont été très compliquées en 2024, peut aussi, à terme, pousser Vladimir Poutine à négocier parce que sa population commence à être en difficulté? Alors Poutine n'est pas un économiste, mais en effet, heureusement pour lui, il a une très bonne gouverneure de la Banque centrale de Russie, Madame Niaboulina, qui à l'époque où j'étais en poste s'occupait du commerce extérieur. C'est elle qui a négocié l'adhésion à l'OMC, l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce, et qui essaie de limiter les dégâts. Le rouble s'effondre, mais pas tant que ça, parce que Madame Nabiulina est là et qu'elle veille au grain dans sa gestion des taux d'intérêt de la Banque centrale. Cela dit, les taux d'intérêt s'envolent. Cela dit, en effet, les sanctions finissent par avoir des effets, même si elles sont contournées, bien entendu, et la situation est mauvaise. Le PNB continue de croître, mais c'est à cause de l'industrie de guerre. C'est l'industrie, le complexe militaro-industriel qui constitue maintenant la plus grande part du PNB. Pour le reste, les industries de consommation, la situation des ménages sont dans une situation en effet très difficile, catastrophique. Alors Poutine a encore le soutien d'une majorité de la population, mais dans les villes et chez les intellectuels, ce soutien est un peu comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire que les gens le soutiennent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ou qu'ils n'ont pas les moyens de partir à l'étranger. Les intellectuels qui ont les moyens de partir à l'étranger sont partis. Les gens qui comptent, qui ont les moyens de partir à l'étranger, sont partis. Donc seuls restent ceux qui ont, comme les oligarques, des actifs à sauver pour ne pas tout perdre, ou des gens qui n'ont pas le choix et qui font le gros dos.
Alors, l'autre actualité en Europe aujourd'hui, c'est la Géorgie. En début de matinée, le nouveau président de la Géorgie a prêté serment, et ça, en pleine crise politique. La présidente franco-géorgienne, battue lors des élections, Salomé Zourabichvili, dit quitter le palais présidentiel, mais promet de poursuivre sa lutte. Comment vous réagissez à ce changement de régime dans la douleur ? Dans la douleur, oui, bien sûr, puisque Poutine est très contesté. Mène des guerres hybrides un peu partout, et effectivement, soit par les armes comme en Ukraine, soit en déstabilisant les régimes politiques comme en Géorgie. Madame Salomé Zourabichvili, qui est présidente de la République de Géorgie et qui est toujours présidente de la République de Géorgie, dit qu'elle ne quittera pas son poste et ses fonctions tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections législatives en Géorgie, puisque les dernières élections ont été truquées avec des bourrages d'urnes, avec une intervention quasiment directe de la Russie. On a clairement eu une ingérence russe derrière. Ingérence avérée, que d'ailleurs les manifestations qui ont lieu chaque soir à Tbilissi le montrent bien. Alors simplement, Madame Salomé Zourabichvili, évidemment, est dans une difficulté pratique, puisque c'est le Parlement qui élit le président, il a été élu, il est évidemment pro-russe, il a pris ses fonctions aujourd'hui même, et il va s'installer dans le palais présidentiel. Et évidemment, Madame Zourabichvili ne va pas se battre avec 3 gardes et ses petits poings pour rester dans le palais présidentiel. Donc j'ai compris que ce matin, elle quittait le palais présidentiel, je ne sais pas où elle va, mais on est dans une situation extraordinairement difficile. Est-ce qu'il y a des risques pour sa sécurité, vous pensez ? Bien sûr. Mais je pense qu'elle est protégée par un certain nombre de mécanismes géorgiens et également extérieurs. Qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau président ? Ce nouveau président, comme vous le savez... clairement pro-russe ? Est un sportif, d'abord avant tout. Ancien footballeur ? Un ancien footballeur qui, en effet, a fait de la politique en soutenant des positions ouvertement pro-russes. Alors son statut d'ancien footballeur lui donne sans doute une certaine notoriété dans la population, dont il a profité. Et effectivement, puisque c'est le Parlement qui élit le président, eh bien le Parlement, avec une majorité pro-russe, l'a élu sans aucune difficulté. Donc le vrai sujet, c'était comment s'est passée l'élection au Parlement. Et cette élection a été manifestement truquée. Et ça, c'est l'une des façons dont le Kremlin agit, effectivement, dans cette guerre hybride qu'il a déclenchée vis-à-vis d'un certain nombre de pays et de son entourage proche. Alors, il y a encore eu des manifestations hier, il y en a eu ce matin. Est-ce que vous craignez que le pays puisse tomber dans une forme de guerre civile ? La guerre civile, c'est ce qui est de pire. Donc, ou en tout cas que les tensions... Ça n'est pas le plus probable. Ce qu'il faut espérer, c'est que la police laisse les manifestations se dérouler et qu'il n'y aura pas de morts chez les manifestants dans les prochains jours, parce que ça mettrait le feu aux poudres. Je pense aussi qu'il faut distinguer entre la position, entre ce qui se passe à Tbilissi et ce qui se passe dans la campagne ou dans les petites villes. Tbilissi, évidemment, est très attaché au respect de la Constitution, au fait que les élections se déroulent dans des conditions correctes. Peut-être qu'ailleurs dans le pays, on est un peu moins regardant, et en plus, la prise du parti pro-russe est plus importante dans les campagnes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on évoque avec vous, on en a parlé avec nos invités tout à l'heure, Elon Musk et ses prises de position à l'étranger, et notamment en faveur des partis d'extrême droite. Et il y a quelques jours, l'homme le plus riche du monde a tweeté, pour nos voisins allemands, seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Un milliardaire étranger qui soutient ouvertement un parti, c'est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que c'est une forme d'ingérence étrangère ? Bien sûr, complètement. Et en plus, sans aucune justification. Elon Musk n'est pas à l'abri de ses propres contradictions, puisque, en effet, par ailleurs, il explique comment il va repeupler les États-Unis. Par ailleurs, il soutient, évidemment, la haute technologie, qui a besoin de gens venant de l'étranger, notamment de gens qualifiés. Il y en a énormément dans la Silicon Valley et ailleurs aux États-Unis, dont beaucoup occupent des postes d'ailleurs très importants, des postes de responsabilité, et il n'est pas question de s'en priver. Donc ça, c'est une des contradictions. L'autre contradiction, c'est que Donald Trump va probablement, dès son arrivée au pouvoir, mettre des droits de douane
important, 15%, 20%, peut-être vis-à-vis du Canada, peut-être vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de tous les pays avec lesquels il va engager une négociation en position de force, alors que Musk, évidemment, vit dans un monde mondialisé. Lui, il appartient à l'économie d'avant Trump. Et il va participer à un régime qui recloisonne les pays suivant un mode mercantiliste du 19e siècle, complètement rétro. Par conséquent, c'est une deuxième contradiction. La troisième, c'est qu'il se mêle d'un peu tout et que, à mon avis, fatalement, au maximum, au bout d'un an ou deux, il va entrer en conflit avec le patron, c'est-à-dire avec le président. Va éclater une guerre d'ego à un moment ou un autre. Bien sûr, parce que ce sont deux personnalités beaucoup trop fortes et qu'il y a quand même énormément de contradictions entre eux. Donc pour le moment, il a rendu un très grand service à Trump, il continue de lui rendre un très grand service. Il a cette mission d'une agence spécialisée pour dégraisser le mammouth, pour supprimer des fonctionnaires fédéraux et des agences fédérales. Il va probablement le faire, mais il entrera forcément en conflit avec le président au bout de quelques mois. Merci beaucoup, Claude Blanche-Maison.